Bien, bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire que nous organisons à l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique qui sera le 22 mai. Donc merci de votre présence qui démontre eh bien, votre intérêt pour ce sujet essentiel, désormais critique, je dirais, qui est la biodiversité, plus largement la nature. Je suis Kevin Mozas, donc président cofondateur de Blooming, donc je vais vous dire quelques mots, bien entendu, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Et je suis accompagné donc de Mathieu Colletter, mon associé, avec qui nous pourrons prendre vos questions donc, en fin de session. N'hésitez pas à poser vos questions dans le QNR, l'espace QNR dédié de Teams. J'espère que tout le monde m'entend. N'hésitez pas à faire un petit signe OK pour être sûr que tout le monde que vous m'entendez bien. Euh, je vais vous parler un peu de Blooming, mais surtout, je vais vous parler faire quelques rappels de fondamentaux de manière à ce que ce webinaire soit aussi une manière d'embarquer celles et ceux qui initient aujourd'hui leur réflexion sur le sujet de la biodiversité dans leur entreprise. Et puis, comme annoncé, nous parlerons de 3 dispositifs très concrets qui permettent aux entreprises justement de passer à l'action, d'initier leur démarche. Donc, le programme Entreprise Enjeux pour Nature, le DIAG Biodiversité de BPI France et la norme ISO 17298 dédiée donc à la biodiversité pour les entreprises et les organisations. Donc, pour démarrer, quelques mots sur Blooming. Notre mission, hein, nous sommes un cabinet de conseil créé en 2020. Notre mission, c'est de guider les acteurs de l'économie dans l'intégration des enjeux liés à la nature sur l'ensemble de leur chaîne de valeur et dans leur modèle d'affaires. Donc, par acteurs économiques, nous entendons les entreprises, évidemment, au premier rang, et puis les institutions financières, toutes les organisations professionnelles, les fédérations professionnelles, aussi les collectivités qui, par leurs achats, ont un rôle économique très important, notamment. Nous leur parlons à ces acteurs économiques de nature. Par nature, nous entendons évidemment la biodiversité, les services écosystémiques, mais aussi nous y intégrons le climat, sur les sujets d'atténuation que d'adaptation, et puis les ressources en matière et les ressources en eau notamment. Ce que nous faisons auprès de nos clients, donc nous parlons de ces sujets-là sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, hein, donc en amont, en aval et sur les opérations directes. Et puis nous les aidons à initier leur démarche, que ce soit par des formations, des ateliers de sensibilisation. Le gros de notre travail consiste à diagnostiquer leurs enjeux, donc l'évaluation de double matérialité sur ces enjeux nature, des mesures d'empreinte de biodiversité, des bilans carbone, des évaluations de vulnérabilité au changement climatique. Tout cela est lié de manière à pouvoir prioriser les impacts, dépendances, risques et opportunités, et élaborer des plans d'action et stratégies, donc transformer finalement l'organisation par des plans de transition, de résilience ou d'adaptation, alignés à des cadres volontaires ou réglementaires. Hein, donc on peut citer la CSRD, et aussi TNFD, SBTN et l'accord de Comé-Montréal. Nous tenons à rester chaque fois que c'est possible auprès de nos clients pour mettre en œuvre les plans d'action, donc véritablement conseiller, organiser la réalisation des actions avec des compétences que nous allons chercher au cas par cas lorsque nous les avons internes, et puis valoriser bien entendu les efforts des entreprises et les aider. Alors le financement, évidemment, nous ne finançons pas, mais nous sommes référencés notamment par BPI France comme experts, et aussi plus régionalement par la région Grand Est sur le module biodiversité de la région Grand Est, module transformant, qui permet donc d'avoir des subventions pour les entreprises. Si je résume finalement, Blooming, c'est un cabinet de conseil, mais pas que. Donc, du consulting, on va dire, classique, en tout cas, où on va déployer
méthodologie pour pouvoir vous conseiller de manière la plus pertinente et efficace possible, et du copilotage opérationnel pour aussi passer à l'action, mettre en œuvre les plans d'action, et ce sur des secteurs très, très variés, hein, tous les secteurs et tout type d'acteurs économiques, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, comme je viens de le dire. Bien. Eh bien, nous allons pouvoir passer justement au sujet de la biodiversité avec quelques rappels, hein. La biodiversité, une responsabilité pour les entreprises. Oui, bien entendu. Ceci étant, c'est une responsabilité finalement qui a mis du temps à émerger, une évidence tardive pour les politiques RSE des entreprises, pas par volonté de ne pas faire, mais par souci de priorité en général. Et quand on regarde l'histoire de la RSE et donc les volets environnement, le volet environnement, eh bien, pendant des années, finalement, nous n'avions pas bien plus que le sujet climatique qui émergeait dans les politiques environnementales des entreprises. Aujourd'hui, ça tend à changer. Nous avons de plus en plus d'entreprises qui intègrent les enjeux nature et biodiversité. Évidemment, commençons par les plus grandes et puis par capillarité, cela redescend et c'est bien l'objet de ce webinaire que de faire état ou de transmettre les possibilités à toutes les entreprises. Et pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, la biodiversité est malmenée. Je redonne les quelques chiffres que j'ai coutume de donner pour vraiment poser les bases du constat. La biodiversité malmenée, pourquoi? Eh bien, nous avons sur les 8 millions d'espèces estimées dans le monde par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, nous avons 1 million d'espèces menacées d'extinction dès aujourd'hui, dans les prochaines décennies. Toujours sur le volet espèces, et d'après le rapport de l'IPBES sorti en 2019, eh bien, nous avons un rythme d'extinction des espèces qui est 100 fois supérieur aux 10 derniers millions d'années, ce qui donne un peu une image de l'accélération que nous connaissons sur la disparition donc, du nombre d'espèces. Et si on regarde sur le volet population, c'est-à-dire le nombre d'individus à l'intérieur de chacune des espèces, eh bien, de la même manière, nous avons une chute alarmante qui est de 73% des populations de vertébrés en 50 ans, donc depuis les années 70. Et nous savons ça grâce au travail de WWF au niveau mondial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un espace, n'importe quel écosystème, soit agricole ou naturel, eh bien, là où il y avait 100 oiseaux, 100 rongeurs, par exemple, eh bien, vous n'en avez plus que 27 tant les conditions de vie se sont dégradées pour la vie sauvage. Donc, le constat, il est là, et puis, ce n'est pas neutre, nous en parlons parce que ceci est le résultat de nos activités, des activités humaines, qui commencent en général par l'exploitation finalement du sol et des sous-sols, par l'agriculture, l'extraction minière, l'extraction pétrolifère, qui nous permet, enfin, que nous transformons finalement une fois, deux fois, 10 fois parfois dans des usines à grand renfort d'énergie, à renfort de transport, pour que, in fine, nous puissions, nous, humains, nous alimenter, nous soigner, nous abriter, nous déplacer, communiquer, etc. Donc tout ceci nous apporte de quoi finalement vivre. Cette micro-chaîne de valeur planétaire, comme j'aime l'appeler, finalement montre aussi toute une série d'impacts environnementaux, donc de l'extraction, de l'exploitation des sols jusqu'à nos modes de consommation, dont des pollutions, destruction d'habitat, épuisement de ressources, dérèglement climatique, transfert d'espèces invasives. Donc, effectivement, le sujet est bien là, et les signaux, encore aujourd'hui, même s'il y a quand même une émulation sur ces enjeux-là, les signaux sont quand même pas encore tout à fait rassurants, puisque, et là on le sait depuis le rapport de l'IPBES qui est sorti en début d'année, consacré spécifiquement aux entreprises, eh bien, nous avons des flux financiers à hauteur de 220 milliards de dollars, donc flux financiers mondiaux, publics et privés en 2023. Donc 220 milliards de flux financiers qui contribuent à la conservation et à la restauration de la biodiversité. Donc c'est une belle somme, évidemment, mais elle est à comparer aux 7 300 milliards de dollars de flux financiers qui, eux, sont directement négatifs pour la nature. Donc, voilà, encore du travail à faire. Nous savons que l'argent public ne suffira pas et que tous les acteurs privés doivent s'y mettre. Ils doivent s'y mettre par responsabilité, comme je viens de le dire,
mais aussi, et c'est bien le sujet, par intérêt pour elle-même, parce que la biodiversité, comme on va le voir, nous la considérons comme la clé de voûte des stratégies d'entreprise, la biodiversité ou la nature de manière plus globale. Donc pourquoi, comment je reprends cette microchaîne de valeur planétaire que je vous ai montré, de l'extraction jusqu'au mode de consommation. Finalement, si on catégorise, voilà, avec les termes, les termes consacrés, les 5 grands facteurs de pression sur la biodiversité, ils sont classés par les scientifiques, reconnus par l'IPBES. Donc les 5 grands facteurs de pression, ce sont le changement d'usage des sols, qui consiste simplement à prendre un espace foncier et le transformer en général soit en urbanisation, en parking, en espace agricole, etc., qui donc génère des destructions d'habitat et de la fragmentation. Première cause de perte de biodiversité. Deuxième cause, deuxième pression, la surexploitation des ressources, parmi lesquelles on peut citer assez facilement donc, la déforestation ou la surpêche, voire aussi les consommations d'eau dans les zones à risque de sécheresse, de stress hydrique. Le changement climatique, troisième pression, que l'on ne présente plus, mais évidemment qu'il y a des impacts, comme vous le savez, importants sur la vie, sur la vie et sur le vivant. Les pollutions très nombreuses, que ce soit des pollutions chimiques, pollutions lumineuses, pollutions plastiques, etc., que ce soit air, sol, eau, et puis les espèces exotiques envahissantes, qui sont des espèces qui sont amenées d'un espace à un autre, si bien qu'elles elles détruisent, ou en tout cas elles affectent les écosystèmes et les espèces dans lesquelles elles se développent. Donc 5 facteurs de pression, c'est un peu le point à retenir pour ceux qui découvrent ça. Et puis, donc, causés par les activités humaines, mais surtout, de l'autre côté, eh bien, l'humanité dépend de la biodiversité parce qu'elle est le premier fournisseur de services auxquels nous avons recours allègrement. Donc, ces services, on les appelle les services écosystémiques, classés également en 3 catégories, donc très pratiques pour s'en souvenir. Les services d'approvisionnement qui sont les plus simples à retenir, puisque c'est le fait d'aller finalement prélever, se servir dans la nature ou grâce à la nature, que ce soit pour s'alimenter, pour le bois, pour les matières, pour la pharmacopée, etc. Donc on prend et on s'en sert directement. Deuxième catégorie de services qui sont critiques, très importants, les services de régulation, dont on parle moins, peut-être le plus simple à comprendre, et que vous avez sans doute en tête, c'est la régulation du climat grâce à la séquestration du carbone par la biodiversité, mais on peut citer aussi le contrôle de l'érosion, le contrôle des inondations grâce aux zones humides, par exemple, la filtration de l'air, de l'eau, la dispersion, etc., la pollinisation, sans laquelle, effectivement, nous ne mangerons pas grand-chose. Tous ces services de régulation nous permettent d'avoir finalement une planète habitable dans des conditions correctes. Et puis, troisième catégorie de services, c'est les services culturels qui sont plus d'ordre spirituel, de bien-être finalement, d'inspiration, que ce soit artistique ou scientifique, via le biomimétisme, donc ces services culturels qui font état de notre lien finalement, nous humains, avec la nature. Tous ces services, eh bien, ils sont fournis gratuitement par la nature, et pourtant, une étude de l'OCDE, enfin, qu'avait relayé l'OCDE, l'avait chiffré donc à 1,5 fois et demi le PIB, 1,5 fois pardon, le PIB mondial, ce qui est donc colossal et qui serait irremplaçable de toute façon. Donc en conclusion, finalement, eh bien, les entreprises impactent la biodiversité et dépendent des services écosystémiques fournis par la nature. Ceci étant posé, eh bien, cela génère des risques pour les organisations, pour les activités économiques. Ces risques peuvent être aussi transformés en opportunités. C'est toujours ce prisme qu'il faut avoir entre impact, dépendance, risque et opportunité. Et lorsque l'entreprise a des impacts, elle s'expose à des risques de transition. Ces risques de transition sont les risques, finalement, de ne pas prendre le virage de la transition écologique. Donc ces risques, quels sont-ils? Eh bien, ils peuvent être d'ordre politique et juridique, de ne pas anticiper une réglementation, parce que, vous le savez, les réglementations sont là pour prévenir de certains risques ou de certains impacts. Donc, une entreprise qui n'a pas ça dans le radar, finalement, ne pourra pas se développer comme elle pensait vouloir le faire. Des risques financiers assurantiels, de plus en plus de financeurs demandent
aux entreprises, à leur participation, de démontrer une politique ESG, et dans laquelle la biodiversité et la nature prend une place de plus en plus importante, et assurantielle, hein, où nous entendons régulièrement des informations où les assureurs finalement se retirent de certains marchés. Enfin, des risques de marché et de réputation, évidemment des marchés de ne pas finalement entendre le désir des consommateurs, des clients finaux, mais aussi en termes de matière en approvisionnement si vous avez des difficultés à vous fournir. Donc ça, ce sont les impacts qui, une entreprise à fort impact, s'expose d'autant plus à des risques de transition qu'elle peut transformer en opportunité. Et puis de l'autre côté, les dépendances aux services écosystémiques génèrent des risques physiques qui sont des risques aigus, donc liés à des catastrophes naturelles. Ici, on voit une image de submersion. Ça peut être des inondations, évidemment, la destruction des zones humides affaiblit le service écosystémique de contrôle des inondations et donc expose les entreprises aussi à ces sujets. Et puis des risques chroniques, perte de qualité des sols, de la pollinisation, et donc évidemment des impacts sur toute une chaîne d'activité économique. Donc, à retenir, la dégradation des services écosystémiques met en péril, comme on parle souvent d'adaptation au changement climatique, mais la perte des services écosystémiques, leur dégradation met en péril les approvisionnements de toute entreprise, en quantité comme en qualité, menace l'intégrité des infrastructures parce que ces services écosystémiques protègent justement des aléas, et donc la continuité des opérations et des activités, puisque les infrastructures sont menacées, mais aussi finalement les salariés qui y travaillent. Alors tout cela, nous ne sommes pas seuls à le dire, bien évidemment. Partage le Global Risk Report 2026 donc, du Forum économique mondial, donc, qui classe de nouveau, deuxième année consécutive, la perte de biodiversité et l'effondrement des écosystèmes comme deuxième menace majeure à 10 ans, juste derrière les événements extrêmes qui sont liés donc, au dérèglement climatique. Et tout ceci, tout enjeux confondus, c'est-à-dire économie, gouvernance, économie, technologie, géopolitique, etc. Donc voilà, donc du coup, pour résumer à ce stade-là, la biodiversité mérite d'être protégée et nous avons même intérêt à la protéger et à la restaurer parce que sans elle, nous humains, nous n'avons pas accès à grand-chose et les entreprises donc non plus. Donc maintenant que le constat est posé, comment faire quand je suis une entreprise pour prendre en compte ce sujet de la biodiversité? Alors, il y a depuis plusieurs années de nombreuses initiatives, ça a eu une énorme effervescence. Donc, l'IPBES a été un gros marqueur en 2019 avec le rapport mondial d'évaluation de la biodiversité des services écosystémiques. Et puis, depuis, dans son sillage, des initiatives, vous avez peut-être entendu parler de SBTN, le réseau de Science Based Targets, qui a développé des guides pour fixer des cibles pour la nature basées sur la science. Vous avez aussi peut-être entendu parler de la TNFD, qui est donc avec sa méthodologie LEAP pour évaluer, définir les impacts, dépenses et risques pour les entreprises de manière à ce qu'elles puissent aussi reporter leurs enjeux de manière publique. Le VVF travaille aussi sur le sujet depuis longtemps et a sorti notamment un document sur l'urgence de publier des plans de transition pour la nature. Business for Nature, donc un organisme de lobbying d'entreprise qui aussi s'y met à œuvrer beaucoup sur la COP 15, donc biodiversité. Et puis tout cela, justement, s'inscrit dans l'accord de Comines-Montréal, qui est l'équivalent des accords de Paris, que vous connaissez pour le climat. Bien, les accords de Comines-Montréal, signés en 2022, sont l'accord de référence mondial pour la biodiversité et dans lesquels il y a expressément la cible 15 qui demande aux entreprises et institutions financières de faire état de leur impact, dépendance, risque et opportunité vis-à-vis de la nature. Donc, beaucoup d'initiatives, beaucoup de méthodologies qui ont été travaillées et tout cela tend à converger, tant mieux. Maintenant, nous savons qu'il y a un état de l'art, on va dire, de ce que l'on peut faire et comment faire pour identifier, prioriser et répondre à ces enjeux nature. Donc, voilà, les méthodologies et outils existent. Donc, il n'y a plus à tergiverser sur je ne suis pas prêt ou finalement les outils n'existent pas.
Voilà, on peut démarrer dès aujourd'hui. Et maintenant, on a la chance, après voilà, le travail, tout un écosystème, hein, d'avoir des cadres de soutien et de reconnaissance qui englobent toutes ces méthodologies qui permettent aux entreprises de se lancer beaucoup plus facilement sans rentrer dans le document de 300 pages. Donc, je vais vous présenter trois dispositifs par ordre chronologique finalement de leur création. Le programme Entreprises engagées pour la nature de l'Office français de la biodiversité, qui est un programme d'engagement et de reconnaissance. Le DIAC Biodiversité de BPI France, donc qui est un accompagnement personnalisé pour aider les entreprises à intégrer les enjeux liés à la biodiversité dans leurs activités. Et puis enfin la norme ISO 17298, donc qui permet aux entreprises de prendre en compte la biodiversité dans leur stratégie et leur fonctionnement, donc excellence et ligne directrice. Ces trois dispositifs ont des similitudes, peuvent être complémentaires, et c'est bien l'objet du webinaire aujourd'hui que de vous les présenter. Alors commençons par le programme Entreprises engagées pour la nature, qui est né en 2019 par l'Office français de la biodiversité, qui pilote toujours le programme. Et son ambition, c'est de pouvoir faire émerger des plans d'action volontaires de la part d'entreprises, de manière à ce que celles-ci puissent réduire leur pression et impact sur la biodiversité de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire en considérant l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et ça, c'est un élément commun à tous les dispositifs et toutes les méthodologies. Elle porte aujourd'hui, depuis l'accord de Comé-Montréal et depuis la stratégie nationale biodiversité 2030 qui a été révisée, le programme Entreprises engagées pour la nature est un des indicateurs de la stratégie nationale biodiversité française, avec un objectif de 5000 entreprises engagées d'ici 2030. Alors, qu'apporte cette reconnaissance? D'abord, une méthodologie, avec un guide pour l'action qui est fourni, des outils, donc un accès des outils, une visibilité. C'est bien la problématique, c'est que les entreprises, évidemment, on leur demande d'agir, alors pour leur intérêt, certes, mais aussi ici, il y a une reconnaissance légitime et crédible de la part de l'Office français de la biodiversité pour toutes les entreprises qui déposent un plan d'action et qui donc rentrent dans le club, dans le programme. Et donc le club, effectivement, un club des engagés où chaque entreprise peut finalement interagir avec ses pairs, avoir accès à des ressources, notamment des webinaires thématiques, et donc former communauté des entreprises engagées pour la nature. Alors, en quoi ça consiste très concrètement? D'abord, la première étape, qui n'est pas la plus difficile, c'est le dirigeant qui signe une charte, la charte d'adhésion, dont l'entreprise devient adhérente. En étant adhérent, on ne peut pas encore utiliser le logo que vous voyez en haut à droite. Pour pouvoir utiliser ce logo, il faut déposer le dossier de candidature au programme. Le dossier d'engagement comprend un plan d'action, je vais vous en parler juste après. Et ce plan d'action, il doit être suivi et il est évalué par l'OFB au bout de 2 ans, et puis on peut renouveler le process. Aujourd'hui, il y a plus de 230 entreprises qui sont membres, il y en a plus qui sont adhérentes puisqu'elles sont en cours de réalisation de leur programme. Voilà, donc 230 entreprises membres avec un objectif de 5000. Donc, évidemment, il y a encore du travail, mais l'OFB aujourd'hui a déployé des moyens importants, notamment en régionalisant et en créant des passerelles avec d'autres dispositifs, comme on va le voir justement avec le DIAG Biodiversité de BPI France. Alors, simplement pour dire un mot sur ce que comprend le dossier de candidature du programme Engagé pour la nature, il y a 2 grandes parties. La première, c'est véritablement faire un état des lieux de ce que l'entreprise réalise déjà, sans parfois le savoir, puisque vous avez vu par les pressions sur la biodiversité, on aborde tous les sujets environnementaux. Donc, qu'est-ce que fait l'entreprise aujourd'hui sur le sujet? Quelle est sa relation en termes d'activité, dépendance, impact à la biodiversité, à la nature, et donc identifier les principaux enjeux, ce qu'on appellerait dans d'autres cadres l'évaluation de matérialité, de double matérialité.
Et puis, à partir de là, eh bien, définir un plan d'action SMART, hein, donc spécifique, mesurable, additionnel, réaliste et temporellement défini, avec des actions à minima, au moins une action cœur de métier et des actions potentiellement complémentaires, toutes volontaires, hein, en dehors du cadre réglementaire, évidemment. Donc, le plan d'action, il y a entre 2 et 4 ans, et puis donc une évaluation, finalement un rapport d'avancement au bout de 2 ans ou à mi-parcours par l'entreprise, qui lui-même est évalué par l'OFB. Donc, le plan d'action, il est évalué par l'OFB, et il peut y avoir des allers-retours de questions-réponses avant d'intégrer le programme. Donc, le dossier est à compléter en ligne, il y a un formulaire dédié. Deux types de formulaires à noter toutefois, un pour les TPE, PME et un pour les ETI et grands groupes ou grandes entreprises, tout simplement parce que l'OFB a souhaité aligner aussi le sujet en termes de maturité des entreprises et en lien avec les exigences de la CSRD. Donc voilà pour le programme Introduction au jeu point nature, qui est quand même le dispositif qui a le plus d'ancienneté aujourd'hui et qui se déploie de plus en plus et qui est une véritable reconnaissance pour les entreprises de leur engagement. Je passe au deuxième dispositif qui est le Diag Biodiversité, donc qui est né, lui, pas en 2019, mais il y a à peine plus d'un an. Diag Biodiversité, c'est un programme pour renforcer la prise en compte de la biodiversité en entreprise. Bon, vous voyez les similitudes avec, évidemment, Entreprise Ingé Point Nature. Ce sont les mêmes objectifs, hein, finalement, d'évaluer les impacts, dépendances, risques, opportunités, avec une méthodologie qui a été aussi inspiré, calqué sur l'état de l'art de ce qui s'est fait aujourd'hui. La différence, c'est que le diagnostic, c'est un accompagnement subventionné, donc un réseau d'experts dont Blooming fait partie, bien évidemment, qui est là pour accompagner. Donc un expert accompagne une entreprise pour une durée de 10 jours de mission, hein, répartie sur 3 à 6 mois. Et donc justement, le diagnostic, il a été mis en place. Enfin, il est piloté par BPI France, il a été créé avec l'OFB de manière à ce que les entreprises qui finalement passent par la diversité puissent, en fin de parcours, déposer leur candidature au programme Entreprise engagée pour la nature. Et donc ça, c'est pas inintéressant. La particularité de ce dispositif, c'est que il est réservé aux PME. Alors ça, c'était la première intention, et c'est intentionnel aussi de ma part de le spécifier comme ça, puisque depuis février 2026, c'est assez récent, eh bien, le dispositif s'est ouvert aux ETI jusqu'à 500 personnes, et ça, c'est important. Donc, on a un spectre qui devient un peu plus large, donc soit des PME au sens de la réglementation européenne, et jusqu'à février 2026, jusqu'à 500 personnes depuis février 2026. En quoi ça consiste, hein, schématiquement, le diversité, il y a 3 étapes. D'abord, la sensibilisation des équipes, qu'elles puissent comprendre de quoi ils retournent et comment finalement ils vont pouvoir intégrer et suivre les actions qui seront déterminées. Deuxième étape, la réalisation d'une analyse de matérialité, donc toujours le même principe, hein, impact, dépendance, risque, opportunité, sur la chaîne de valeur. Donc on a un outil qui permet de regarder tout cela. Et puis, une fois qu'on a priorisé les enjeux, bien, élaborer un plan d'action pour l'entreprise. Alors, l'autre particularité, c'est effectivement, c'est un dispositif qui est subventionné, donc financé par l'Office français de la biodiversité. Donc là, vous avez la première grille. Finalement, aujourd'hui, ce n'est plus cela. Donc, aujourd'hui, l'accompagnement, le coût, hein, est de 10 000 €, donc 10 hommes jour auprès d'un expert référencé. Et puis, vous avez, en fonction de la taille de votre entreprise, donc si vous êtes une PME, eh bien, vous aurez un financement de 50%, donc vous avez un reste à charge de 5 000 €. Et puis, si vous êtes une ETI, hein, entre 250 et 500 salariés, eh bien, votre reste à charge sera de 7 000 €. Donc, on peut dire que c'est quand même un incentive très important pour que finalement la biodiversité rentre aussi au cœur des entreprises qui ne sont pas équipées, hein, comme d'autres grands groupes, d'équipes RSE à proprement dit. Donc voilà, donc biodiversité efficace pour pouvoir amorcer le sujet dans une entreprise et tendre vers la reconnaissance entreprise engagée pour la nature. Je passe au troisième dispositif.
qui est donc le plus récent, parce que lui, donc la norme ISO 17278, prise en compte de la biodiversité dans la stratégie et le fonctionnement des organisations, a été publiée en octobre 2025. Donc, on est sur quelque part un aboutissement méthodologique de tout ce qui a pu se faire. Donc, évidemment, l'objectif, c'est toujours d'aider les organisations à agir en faveur de la nature. Ce qui est important, c'est que comme c'est une norme ISO, c'est un langage qui est déjà connu par d'autres acteurs au sein des entreprises qui ont déjà eu l'occasion, dans certains cas, de se conformer à d'autres normes ISO. Donc, on attend de cette norme aussi qu'elle facilite l'engagement, puisque quand on parle des SBTN, le TNFD, ça ne parle pas forcément à beaucoup de personnes. Et puis, elle est en totale convergence de toutes les méthodologies reconnues et établies. Donc, c'est un peu la concentration de tout ce que l'on sait aujourd'hui et comment on peut le faire. Donc, ici, je vous remets le schéma de principe, schéma de principe. Donc, on a toujours la même chose, désolé de le répéter, mais double matérialité pour identifier les zéros prioritaires, donc impact, risque, opportunité. Définition des objectifs, détermination d'indicateurs mesurables. Et il s'agit d'un exercice de transparence, c'est-à-dire que les critères d'évaluation doivent être précisés et le niveau d'ambition à établir, mais sans minimum requis. C'est-à-dire qu'il faut donner il faut expliquer le niveau d'ambition que l'on recherche, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de contrôle de l'ambition à ce stade-là. Donc, le principe est le même sur la méthodologie que les autres dispositifs, double matérialité, priorisation, plan d'action. Les spécificités de la norme, c'est qu'elle s'adresse, pour information, à tout type d'organisation, pas seulement aux entreprises. Donc, elle peut s'adresser à des collectivités locales, des associations, des microstructures, voire à un projet, quel que soit évidemment son secteur d'activité. Ça, c'est une particularité intéressante. La deuxième, une autre particularité, donc, qui sont liées finalement au fait d'avoir une norme, donc une norme garantie méthodologie, mais aussi les moyens de son respect. Donc, la mise en place d'une veille obligatoire, qui peut être très simple pour une entreprise, mais qui lui permet justement de suivre les évolutions des sujets, des pratiques, et donc d'être toujours finalement proactive en amélioration continue sur la thématique de la biodiversité dans son entreprise. Il y a également une obligation de communication interne et externe, donc interne évidemment pour faire en sorte que toutes les parties prenantes internes soient impliquées, en tout cas informées de la démarche, et en externe, notamment via les rapports de développement durable ou RSE, pour aussi informer tout l'écosystème de l'entreprise. Une particularité aussi, les indicateurs, vous savez, quand il y a des plans d'action, des indicateurs sont requis, et là, il faut préciser si l'indicateur va être un indicateur de pression, d'état ou de réponse, en fonction de si votre action est une action de moyens ou de résultats, par exemple. Et puis, enfin, il est exigé que l'entreprise s'informe au préalable de ce qui est réalisé localement dans son environnement pour la biodiversité, de manière à ce que ses propres initiatives soient respectueuses, ou en tout cas soient cohérentes avec les actions menées localement. Et donc, finalement, pour laisser quelques places à des questions, je résume ici dans une slide la comparaison entre les trois dispositifs. D'une part, donc, les cibles, donc le programme EN pour toutes les entreprises, quels que soient les secteurs, quelle que soit la taille. Pour BPI France, c'est réservé donc le diversité au PME-ETI jusqu'à 500 salariés. Et pour ISO, c'est au-delà même des entreprises, toute organisation. L'accompagnement donc pour le programme EN est libre. Vous pouvez le faire en autonomie ou à l'aide d'un consultant de conseil pour élaborer et rédiger les plans d'action. BPI France impose donc l'implication d'un expert externe qui est agréé, en contrepartie de quoi vous avez une subvention, bien évidemment. Et puis, l'ISO, c'est libre, un peu comme le programme EN, mais assez recommandé quand même, parce que c'est un peu exigeant aussi dans la démarche. L'approbation externe, donc le programme EN, il y a une revue du plan d'action par l'OFB, évidemment, et puis un suivi tous les 2 ans.
BPI France, il n'y a pas spécialement d'approbation, mais tous les livrables sont communiqués à BPI France, donc il y a un regard qui est exercé. Et puis pour l'ISO, on va le voir juste après, il y a une certification qui est possible, tout comme les autres normes d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une exigence sur le plan d'action ou une ambition? Alors, l'Office français de la biodiversité, oui, va regarder le plan d'action qui est déposé en fonction du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. Donc, on va juger du niveau d'ambition, ce qui peut générer des allers-retours pour challenger l'entreprise. Au BPI France, ça n'est pas inscrit de la sorte, mais encore une fois, tout est remis à BPI France et donc public pour eux. Et puis pour l'ISO, non, il n'y a pas une exigence d'ambition, mais il y a l'exigence de faire état de votre ambition. C'est un peu une nuance, mais effectivement, il faut que l'entreprise soit transparente sur son ambition et ce qu'elle projette. Et elle peut améliorer de manière graduelle chaque année. La certification n'est possible que pour la norme ISO, par une partie tierce. Et puis, finalement, quelle articulation entre ces dispositifs? Eh bien, on l'a vu, hein, le dialogue de diversité permet aux entreprises de moins de 500 salariés, finalement, d'engager le pas de manière subventionnée pour aller vers le programme EN et donc une reconnaissance officielle. La norme ISO peut être prise indépendamment de tous ces sujets-là et vous amener au programme EN. Et finalement, on pourra avoir plusieurs parcours possibles. Si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez commencer par le dialogue de diversité, vous candidatez au programme EN, et si vous le souhaitez, vous en faites un enjeu stratégique, aller encore plus vers l'ISO. Une entreprise peut faire le choix d'aller directement sur le programme EN si elle est plus de 500 salariés, et éventuellement de s'aligner avec l'ISO. Voilà, tout cela, finalement, va dépendre un peu de vos objectifs et de vos capacités d'action. Très rapidement, quelques news pour conclure, hein, excusez-moi. Pour conclure sur ces trois dispositifs et quelques news blooming, voilà, on a sorti un guide avec le MEDEF pour justement les PME-ETI qui va pouvoir alimenter celles et ceux qui souhaitent aller plus loin ou engager une démarche. Assez fier aussi d'avoir avoir publié un plaidoyer dans la tribune hein, voilà, pour dire que la biodiversité est un pilier de la résilience des organisations. Et puis, on initie, vous le verrez peut-être, donc sur le réseau, une série de décryptages nature et industrie, en commençant par les métaux et la relation avec la biodiversité. Voilà de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais... Alors, Kevin, nous avons une question de Birgit qui souhaiterait savoir si le DIAG prépare également les entreprises à appliquer les nouveaux standards volontaires des ESRS. Alors, le DIAG va aider nécessairement, puisque dans les standards volontaires, hein, c'est beaucoup moins. Alors, donc, c'est pas les ESRS, mais les VSME, du coup. Alors, que ce soit ESRS ou VSME, finalement, le DIAG va nécessairement aider parce que vous allez faire ressortir ce qui est demandé, c'est-à-dire les impacts, dépendances, risques et opportunités de votre entreprise. Donc, évidemment, si vous êtes. Alors, le DIAG ne s'adresse pas aux entreprises qui sont soumises à la CSRD proprement dit, mais plutôt aux VSME. Et donc là, oui, bien sûr, ça va considérablement aider, puisque le sujet est clairement biodive. Nous avons également une question de Julien qui souhaite savoir si, lorsque l'on parle de double matérialité, s'il s'agit d'une double matérialité spécifique biodiversité ou d'une double matérialité au sens de la CSRD. Alors, c'est une double matérialité. Alors, dans notre cas, ici, le DIAG, hein, biodiversité et double matérialité biodiversité, et donc qui s'aligne parfaitement avec la double matérialité CSRD, puisque la double matérialité CSRD, en fait, elle doit, comme vous le savez, s'appliquer aux 5 normes, enfin, à toutes les normes, mais aux 5 normes environnementales, dont la biodiversité. Donc, en fait, c'est pas contradictoire. Et puis, quand on aborde les sujets de biodiversité, vous l'avez vu, en fait, finalement, on aborde tous les sujets environnementaux. Donc, nous, c'est un peu notre leitmotiv, c'est-à-dire qu'au lieu de parler climat d'abord, en fait, parlons biodiversité. Et par la biodiversité, en fait, on peut élargir à tous les sujets. Donc, oui, c'est cohérent, ça permet aussi de répondre aux normes CSRD. Alors, une autre question de Julien au sujet de la finalité du dispositif DIAG Biodiversité. Julien qui souhaiterait savoir avec quels éléments ressortirait une entreprise qui s'engage dans cette démarche de manière concrète.
Dans la démarche du DIAC, pardon? En sortie du dialogue biodiversité. Eh bien, en sortie du DIAC, l'entreprise elle a un plan d'action qui répond à ces enjeux. Ces enjeux, encore une fois, c'est un enjeu en termes d'impact, mais aussi en termes de dépendance et donc la gestion de ces risques. Donc ça peut être des actions qui vont être en fonction de la typologie d'entreprise, des actions très terrain, c'est-à-dire sur son site d'entreprise, hein, aménagement, accueil du vivant, fauche tardive, etc. Donc tout ce qui va permettre à l'entreprise d'être mieux en adéquation avec son environnement et avec le vivant, mais aussi, par exemple, une entreprise qui travaillerait avec des métaux, eh bien, ça va être des actions qui sont liées à l'économie circulaire, par exemple, puisque le gros des impacts sur la biodiversité ont lieu souvent en amont des entreprises, donc sur leur approvisionnement, et donc on va avoir des plans d'action de ce type-là. Et puis, in fine, ce plan d'action, il va pouvoir être déposé au programme EN et donc bénéficier de cette reconnaissance qui peut avoir une véritable effet aussi sur vos parties prenantes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que l'entreprise prenne conscience, agisse pour la nature, mais aussi pour elle-même. Nous avons une autre question de Anne qui souhaite savoir si dans le cadre d'un grand groupe avec plusieurs filiales, si les programmes Entreprises engagées pour la nature et DIAG BPI France, s'ils peuvent être initiés par une des filiales pour commencer, ou s'il est nécessaire que le groupe au complet y souscrive. Alors, malheureusement, enfin, ou pas, mais en tout cas, le DIAC biodiversité est vraiment réservé aux PME et ETI, donc au sens de la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une maison mère qui est plus grande, elle doit être prise en compte dans le calcul des nombres de personnes ou chiffre d'affaires. Donc non, on ne peut pas l'appliquer à une filiale d'abord pour le DIAG, biodiversité qui est subventionné. En revanche, le programme Entreprise Engagée pour la Nature, lui, s'applique à n'importe quelle taille d'entreprise. Donc voilà, vous n'aurez pas possibilité d'accéder à ces subventions, mais par contre, voilà, toute la méthodologie, que ce soit ISO, EN, est accessible pour l'entreprise. Et vous pouvez en définir, par contre, vous pouvez définir le périmètre vous-même à ce moment-là et dire je candidate d'abord pour cette filiale, pour cette activité, voire pour ce site. Une question de Delphine qui souhaite avoir des informations sur le lien entre le programme EEN et Act for Nature. Alors, le lien, c'est plutôt une genèse historique. Je ne vais pas me substituer aux personnes qui ont créé cela, mais voilà, à la base, il y a eu deux dispositifs qui ont émergé, et puis l'OFB a pris finalement pilotage le programme EEN, qui était plutôt réservé aux entreprises en France, et puis Act for Nature plutôt international. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu un mélange finalement. On peut très bien être dans les deux d'ailleurs. Voilà, le programme EN étant piloté par l'Office français de biodiversité et le nombre d'entreprises engagées étant un indicateur de la stratégie nationale de biodiversité, c'est vrai qu'on prête une attention particulière à ce programme-là, plutôt que Act for Nature, mais ça n'est pas dénué de sens de le regarder non plus. Donc, nous avions un autre échange sur le chat suite à une question d'Émilie qui souhaitait savoir si le programme Engagé pour la nature était accessible aux services publics comme la collectivité. Oui, alors ce sera pas le programme Entreprise engagée pour la nature, mais une des variantes, donc ce territoire engagé pour la nature notamment, donc qui est un autre dossier. Voilà, c'est pas le même dispositif, mais l'OFB dans son programme d'accompagnement des acteurs, mobilisation des acteurs, eh bien, a déterminé 3 types d'accompagnement engagés pour la nature, donc entreprise, collectivité, donc les territoires, et puis partenaires pour tout ce qui est associatif. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous avez des questions, pour avoir le support. Je crois que le replay sera envoyé automatiquement en théorie. Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre présence et de votre intérêt. Et puis très bonne journée et bonne fête de la diversité biologique ce jeudi. Au revoir.